Bonjour tout le monde, désolé pour le petit délai. Là, on a eu un petit problème technique aujourd'hui, donc merci à tout le monde d'être là. Donc je vais laisser ma collègue Shani qui va faire l'introduction. En fait, on s'excuse, elle a un problème de caméra aujourd'hui, mais je vais lui laisser la parole pour faire l'introduction de nos personnes invitées aujourd'hui. Donc, Donc, Shani. Mm. bonjour à tous. Désolée pour la caméra. Donc, d'abord, merci d'être présent ici sur votre temps de dîner. D'abord, je vais commencer avec quelques petites questions techniques. Notez que les webinaires sont enregistrés, autant les précédents que les suivants. Donc, si, il y a certains webinaires que vous vouliez assister, que vous n'avez pas pu, sachez que nous allons les mettre en ligne sous peu sur notre site web. Également, après chaque présentation, il va y avoir une période de questions. Donc, vous êtes invité à garder votre micro fermé pendant les présentations et simplement l'ouvrir lors de la période de questions. Il est également possible de poser vos questions dans le clavardage au courant de la présentation et on va pouvoir les poser lors de la période de questions. Euh, donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Guillaume Ravary de la Société pour la nature et les parcs, ainsi que Rosalie Champagne-Côté du Conseil de la Première Nation des Inuits des Sipites. Donc, Guillaume va d'abord présenter les grands concepts quant à la connectivité écologique et par la suite, Rosalie va pouvoir prendre la parole pour donner des exemples concrets qui ont été mis en œuvre dans la communauté des Inuits des Sipites. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Guillaume. Bon webinaire. Bonjour tout le monde. Je me présente encore une fois, Guillaume Ravary-Ouellet. Je suis chargé de projet pour les aires protégées du sud du Québec, pour la SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je pense que c'est bon. Super. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, là, le plan de la présentation, je vais présenter les grandes lignes de la connectivité écologique. Ensuite, je souhaite aborder les analyses de connectivité, qui est un des outils qu'on peut utiliser pour une analyse territoriale au niveau de la connectivité, puis terminer avec une synthèse de revenir sur les éléments principaux. Donc, pour commencer, on va aborder la définition de la connectivité, puis des éléments de morphologie du paysage associés à la connectivité. Pour une première définition, la connectivité écologique, comme on peut le voir, c'est une fonction du paysage. Qui permet la fonctionnalité, la diversité, puis la stabilité, puis la résilience des écosystèmes en maintenant plusieurs processus écologiques. En somme, la connectivité, on pourrait dire que c'est une fonction écologique que prend le paysage pour permettre à des processus écologiques d'être maintenus. Quand on parle de processus écologiques, j'ai fait une liste ici, mais on pense principalement au déplacement puis à la migration des espèces sur le territoire pour permettre des flux génétiques notamment. Donc, un mélange des populations qui va permettre vraiment là, d'augmenter la résilience des populations puis des espèces sur un territoire. Ça peut être des espèces, bien sûr, animales, mais ça peut être aussi des espèces végétales, bien sûr. En plus de ça, on pourrait dire que ça permet aussi aux espèces de s'adapter à des perturbations locales. Ça pourrait être une modification de l'habitat, une sécheresse, par exemple, ou plus généralement dans le contexte des changements climatiques. Plus spécifiquement, quand on parle de connectivité, on parle donc d'une caractéristique morphologique du paysage. On pourrait dire un attribut spatial. Ça peut être vraiment une forme que prend le territoire, mais c'est aussi une caractéristique écologique qui permet de lier des noyaux de biodiversité entre eux. Comme on peut le voir ici, par exemple, sur l'image, on voit qu'il y a un lien physique, structurel entre deux massifs forestiers qui permettrait de joindre ici deux populations d'une espèce. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire une connectivité qui est structurelle. Mais il y a aussi une connectivité qui est écologique, qui est une dynamique, qu'on appelle une connectivité fonctionnelle, qui en fait, quand il y a un mouvement, un flux au niveau des espèces entre les deux noyaux de conservation, ici les deux massifs forestiers. Donc, la connectivité, on pourrait dire spatiale ou structurelle, le fait qu'il existe un lien physique entre deux noyaux de conservation
ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une connectivité écologique, c'est-à-dire un flux ou un déplacement qui est fait entre ces deux noyaux de conservation-là. Ça, c'est des éléments qui vont être importants plus tard quand on va voir l'analyse de la connectivité écologique. Au niveau de la morphologie du paysage, il y a différents éléments là, qui nous permettent de faire grosso modo une première analyse. Le premier élément, c'est la matrice. La matrice, c'est le type de paysage dominant à l'échelle d'analyse qui a été choisi. Ici, par exemple, on voit un paysage qui est surtout agricole. On voit des champs avec quelques fermes puis des liens routiers. On pourrait donc dire que c'est une matrice qui est ici agricole. Ensuite, on va avoir dans ce paysage-là ce qu'on pourrait identifier comme étant des noyaux de biodiversité. Ces noyaux-là peuvent être, dans certains cas, protégés ou non, mais généralement, on parle d'éléments naturels. Ici, on va voir qu'il y a différents boisés. Donc, ça ici, c'est nos habitats qui seraient clés, tant pour leur biodiversité, ou ça peut être aussi des habitats spécifiques d'une espèce. Ça peut être des milieux fragiles. Et entre eux, on va avoir des liens qui sont maintenus. Ici, des liens physiques. Là, on parle d'un corridor riparien, là, plus spécifiquement, puisque c'est une bordure boisée qui suit le long d'une rivière, principalement, mais il y a aussi des liens supplémentaires, c'est peut-être des ruisseaux, ou dans certains cas, simplement des massifs forestiers intacts. C'est ce qu'on appelle un corridor écologique, qui est assez connu dans la planification du territoire à l'heure actuelle. C'est donc un lien physique entre deux noyaux de conservation, deux noyaux de biodiversité. Ça peut prendre la forme de bandes riveraines, de haies boisées, de ruisseaux, etc. Dans l'analyse, dans les éléments de morphologie du paysage, on va aussi parler de barrières. C'est des éléments qui qui bloquent le déplacement de la faune ou de la flore. On pense bien sûr à une route. Je mets ici les étoiles là, qui correspondent des lieux là, où il y aurait une rupture des liens, une rupture des corridors au niveau des routes, mais ça peut être aussi des obstacles naturels, une rivière qui est trop large pour le déplacement de la faune. Ça peut être aussi un massif montagneux, par exemple. Et en plus de ça, on peut avoir des zones tampons. Des zones tampons viennent vraiment contribuer, on va dire, au corridor écologique. Ça peut être des fragments forestiers, ça peut être des haies, ça peut être aussi là, des milieux qui sont plus naturels, on va dire. Là, ici, il y a un petit massif là, isolé qui peut servir aussi de corridor pour le déplacement. Des haies qui sont maintenues là, sur le pourtour des champs. Ou encore, ici, probablement un bras de rivière là, qui a été laissé naturel. Ça, c'est les éléments de morphologie là, pour ce qui est de la connectivité écologique. Plus spécifiquement pour la Côte-Nord, là, on pourrait penser que souvent les obstacles pourraient être des chemins forestiers ou des routes, ou encore des réservoirs de barrages hydroélectriques qui peuvent élargir le cours d'une rivière. On a ici deux autres exemples où on a encore une matrice là, agricole avec un massif forestier qui suit grosso modo là, le cours d'une rivière. On peut identifier différents types là, on pourrait dire, de corridors écologiques ou d'éléments de connectivité. Par exemple, on a un corridor continu, qui est celui qui est le long de la rivière, qui n'a pas de fragmentation, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'éclaircie, de coupe forestière, par exemple. On peut avoir aussi des éléments, des corridors en étapes ou à relais, par exemple, qu'on pourrait avoir ici dans le bas. Plusieurs petits massifs forestiers qui permettent quand même un déplacement de la faune. Ce n'est pas un obstacle majeur, tout dépendamment, bien sûr, des espèces qui sont visées. Puis, on va avoir aussi des zones plus diffuses. On peut parler de champs friches dans certains cas. Ça peut être des plantations. Et puis, on va avoir aussi la zone tampon, qui est une zone aussi là, qui vient, on va dire, protéger une zone intermédiaire là, entre un élément anthropique comme un champ ou une route ou un développement résidentiel, puis un massif forestier intact. Ça peut être une friche. Dans certains cas, ça peut être un parc aussi aménagé, par exemple.
Puis, qui est un élément intéressant quand on étudie la connectivité écologique, là, c'est que généralement, quand on pense au déplacement de la faune sur le territoire, on peut faire une correspondance avec les déplacements humains aussi. Par exemple, ici, on a un relief là, plus montagneux. Puis on peut voir que le tracé routier suit la rivière, parce que c'est ce qu'on pourrait dire, on va dire, le passage qui offre le moins de friction au déplacement. Puis dans le cas de la faune, c'est souvent aussi les mêmes corridors qui vont être empruntés. Donc, on peut dire qu'historiquement, par exemple, les chemins de pénétration là, de la population à l'intérieur du territoire suivent généralement aussi les déplacements de la faune pour des raisons que ça offre le moins de friction possible au déplacement. Aussi, souvent parce que on suivait la faune pour la chasse, par exemple. Je vais passer maintenant à une analyse de connectivité, présenter les grandes lignes. On ne va pas entrer trop dans les détails, mais on va voir c'est quoi une analyse de connectivité, les différentes méthodes, les échelles d'analyse, puis la mise en œuvre aussi des analyses de connectivité. La connectivité structurelle, qui est, on va dire, le lien physique qui existe, doit lier des noyaux de biodiversité en quantité et en qualité suffisante pour maintenir la connectivité fonctionnelle ou biologique, on va dire. Sans quoi ça peut être insuffisant pour maintenir des processus écologiques. Puis c'est dans ce contexte-là où on peut observer une perte de la biodiversité, une perte d'espèces spécifiques là, par leur disparition, leur extinction. Naturellement, une connectivité structurelle, donc un lien physique, même si il n'assure pas une connectivité fonctionnelle, peut quand même se remplir donc d'autres fonctions. On peut penser à une haie brise-vent qui peut être utile, des bandes riveraines qui permettent de filtrer des contaminants là, d'un cours d'eau, par exemple. Donc, il peut y avoir quand même plusieurs services qui sont offerts par un lien naturel, même s'il n'y a pas nécessairement une connectivité fonctionnelle. C'est pour ça que dans l'analyse de connectivité, c'est vraiment important de prioriser l'aménagement ou la protection d'espaces qui sont stratégiques en fonction de l'analyse. Stratégiques en fonction de plusieurs critères qui sont déterminés, mais en général, on vise à maintenir des niveaux de biodiversité intéressants sur le territoire. Tout ça, c'est fait via une analyse de la connectivité. C'est une analyse qui peut être spatiale, on regarde surtout les attributs du paysage, ou fonctionnelle selon les besoins d'une espèce. Cette analyse-là de connectivité permet vraiment d'évaluer la qualité des habitats d'un territoire en fonction, par exemple, d'un niveau de protection ou en fonction de la présence d'espèces à statut, de milieux fragiles. Ça peut être aussi de la richesse de la biodiversité d'un noyau de conservation. On peut identifier aussi les habitats prioritaires pour la conservation s'ils ne sont pas déjà protégés. Puis d'identifier des enjeux aussi spécifiques. Par exemple, quand on pense à la morphologie du territoire, il y a les liens routiers, les obstacles qui offrent une rupture là, dans la continuité d'un corridor. On peut souvent voir aussi des goulots d'étranglement, qui sont des lieux où la faune va se concentrer lors d'un passage et qui, quand il y a un obstacle, une route, par exemple, c'est souvent là où on peut observer, par exemple, de la faune là, qui malheureusement a été frappée. Puis aussi, on peut identifier des corridors stratégiques. Comme ici, on peut voir sur l'exemple au niveau de la carte, ce qui peut représenter un exemple d'analyse de connectivité. Les points bleus là, seraient des points, on va dire, stratégiques pour les corridors. Puis les points problématiques où il y a une absence, qui sont les cercles rouges. Toutes ces informations-là, l'analyse de connectivité, les résultats permettent d'adapter essentiellement la planification du territoire. Au niveau de la planification du territoire, c'est une responsabilité qui est généralement celle des municipalités et des MRC, mais un organisme de conservation en environnement peut aussi prendre l'initiative de proposer une analyse de la connectivité pour renseigner les autorités, les municipalités et MRC, ou pour les aider à adapter leur planification du territoire. On va le voir par la suite. Au niveau des méthodes d'analyse de la connectivité, il y a différentes manières de mener une analyse, mais il y a trois principales. La première, c'est une analyse spatiale ou structurelle. On va chercher surtout à étudier les éléments du paysage qui contribuent ou non au déplacement de la faune, par exemple, à la connectivité. On va faire, par exemple, une analyse qui se base sur l'occupation du sol. Est-ce que c'est agricole, urbanisé, naturel? Est-ce que c'est des forêts matures? Est-ce que c'est des forêts dégradées?
etc. La matrice paysagère, on peut aussi observer la taille, la forme et la distribution des fragments ou des noyaux de conservation. Est-ce qu'ils sont de taille suffisante pour une espèce visée ou non? Est-ce que c'est un fragment qui inclut un milieu fragile ou non? On peut aussi facilement identifier la présence de corridors, puis les éléments de rupture, par exemple une route qui passe, des barrières physiques, qui peut inclure aussi des éléments comme par exemple l'éclairage, qu'on peut négliger, mais qui peut avoir un impact sur le déplacement de faune qui cherche à éviter les milieux éclairés pour différentes raisons. On donne un indice de connectivité suite à cette analyse-là, qui peuvent être faites là, aussi de manière hotspot, où l'analyse permet de cumuler différents critères, puis de déterminer une priorité là, au niveau de l'analyse cartographique. Il y a aussi une analyse de connectivité qui est écologique ou fonctionnelle. Cette fois-ci, plutôt que d'évaluer la friction du paysage ou le déplacement de la faune, on va évaluer l'analyse du paysage en fonction des besoins de la faune. Ça peut être une espèce qui est ciblée, une espèce en voie de disparition, par exemple, comme le caribou. On va évaluer c'est quoi ses habitudes de déplacement, ses migrations saisonnières, les lieux de reproduction et ainsi de suite pour évaluer, pour modéliser son comportement au niveau spatial. Ça peut être aussi plusieurs espèces cibles. On pourrait parler d'espèces parapluies qui permettent de nous renseigner sur différentes espèces supplémentaires qui seraient connexes. On pourrait parler de 5 grandes espèces, par exemple, de la grande faune, orignal, ours, de la faune moyenne, par exemple des mustélidés, puis de la petite faune au niveau de rongeurs, salamandres, etc. Ce qui me permet d'avoir une vision plus globale là, pour différentes espèces au niveau de leur déplacement. Puis là, on va obtenir une matrice de résistance en fonction de l'occupation du sol. Puis c'est pas seulement que ce soit un sol de type agricole, par exemple, ou urbanisé ou naturel, mais aussi ça peut être le dénivelé. Comme je le mentionnais plus tôt, souvent la faune va emprunter aussi des corridors qui n'ont pas d'obstacle physique majeur. Puis, on va faire une modélisation des mouvements, ce qui va donner un flux fonctionnel pour une espèce ou un groupe d'espèces parapluies qui permet de ensuite l'appliquer à l'ensemble du territoire, puis de visualiser où vont être les corridors de déplacement potentiels pour une espèce ou plusieurs espèces. Puis, enfin, il y a une analyse de connectivité collatérale ou hybride, où là, on va mélanger un peu des deux éléments pour donner une analyse hybride. On peut travailler par groupe d'espèces ou par type d'écosystème, par type de contraintes aussi. On pourrait, par exemple, inclure des éléments comme le réseau d'air protégé ou un réseau de milieux humides, ou encore des contraintes à l'aménagement qui contribuent à maintenir un territoire naturalisé. Puis il y a différentes sources de données au Québec qu'on peut utiliser pour mener une analyse de connectivité. Une analyse de connectivité, déjà, je le mentionne, structurelle ou spatiale est peut-être plus facile à réaliser quand on n'a pas nécessairement l'habitude de travailler avec des outils géomatiques là, vraiment plus poussés. Alors qu'une analyse de connectivité écologique ou fonctionnelle demande souvent de collecter des données, puis de faire de la modélisation là, au niveau des comportements de l'espèce qui peut être plus difficile à faire. Mais pour ce qui est des sources de données, on peut utiliser bien sûr les données ouvertes de Données Québec, qui regroupent beaucoup de données vraiment intéressantes là, pour l'analyse du territoire. Il y a aussi le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec qui va identifier, par exemple, les espèces à statut ou en péril. Les PRM-HH, bien sûr, qui ont été réalisés pour les MRC. Les PDE des OBV aussi, qui peuvent donner beaucoup de renseignements sur le territoire. On pense surtout au bassin versant. Il y a l'outil Forêt ouverte, qui est avec les données écoforestières du territoire. Puis ensuite, le réseau des aires protégées, bien sûr, puis le réseau des milieux naturels protégés pour identifier les milieux qui sont protégés et qui constituent potentiellement des noyaux de conservation ou des noyaux de biodiversité. Au niveau des échelles d'analyse, une analyse de connectivité en général, on va chercher à faire une analyse à plusieurs échelles simultanément, mais pour faciliter, on va dire, l'opérationnalisation d'une analyse de connectivité ou encore sa mise en œuvre, on choisit une échelle d'intervention. Il y a différentes échelles, l'échelle continentale en général, plus pour l'analyse. L'échelle régionale, par exemple au niveau du Québec. L'échelle du paysage, ça peut être en fonction là,
On peut aller chercher un type j'essaie de me souvenir le terme. Excusez-moi, mais bon, au niveau du paysage, on peut choisir un peu l'échelle régionale au niveau d'une MRC, au niveau d'une municipalité. Puis l'échelle locale là, qui peut être vraiment à beaucoup plus petite échelle. On peut inclure là-dessus, comme on peut voir ici, un réseau d'aires protégées qui peut constituer des noyaux de protection, des noyaux de conservation importants, où on peut identifier vraiment au niveau là, cartographique, là, à plus petite échelle, des déplacements fauniques de différentes tailles. Par exemple, ici, là, au niveau local, on a une échelle là, intéressante là, pour identifier un lien terrestre là, dans un complexe de milieu humide ou au-dessus d'un lien routier. C'est important d'identifier les priorités de conservation dans l'analyse pour pouvoir orienter la démarche, puis l'échelle d'analyse aussi. Pour ce qui est de la mise en œuvre d'une analyse de connectivité, on cherche surtout à recourir aux différents acteurs présents sur le territoire, qui sont généralement ceux avec lesquels on doit travailler, puis à mettre ensuite en place différents outils pour la planification et l'aménagement du territoire. Pour ce qui est de la mise en œuvre, la première étape, c'est d'identifier des objectifs. Est-ce qu'on vise à rétablir une population d'une espèce à statut ou en péril spécifique? Ou on souhaite plutôt augmenter là, la connectivité au niveau local pour éviter des accidents sur les routes où il y aurait beaucoup de traverses fauniques, par exemple. Ça permet d'identifier l'échelle qu'on vise, l'échelle à laquelle on doit intervenir, mais par exemple, pour utiliser un exemple très local, un passage faunique sur une route, il va falloir quand même prendre en compte une échelle plus importante pour voir d'où vient la faune et où elle se dirige, par exemple. Ensuite, on va identifier aussi les partenaires pour la mobilisation. C'est important de prendre en compte, par exemple, les organismes qui œuvrent en environnement, mais aussi ceux qui travaillent sur le territoire. Ça peut être les pourvoyeurs, ceux qui pratiquent du récréotourisme sur le territoire ou bien sûr les Premières Nations. Puis, à partir de là, on peut travailler sur un plan d'action après avoir réalisé l'analyse de connectivité. Et dans le plan d'action, c'est important d'inclure de la cartographie, priorisation des actions, d'identifier les partenaires avec lesquels on souhaite les réaliser, un calendrier du financement, mais aussi on peut identifier des menaces supplémentaires, des zones tampons, des niveaux de protection existants, des activités qui sont permises dans les aires protégées, par exemple, puisqu'il faut les prendre en compte dans notre analyse, des espèces vulnérables, des habitats fragiles et d'intégrer à ça des outils de planification de l'aménagement du territoire. Puis là, j'ai mis une liste ici des principaux qui peuvent être mobilisés puis qui sont très importants, mais les schémas d'aménagement et de développement des MRC qui permettent d'identifier des grandes affectations du territoire ou des zones de contrainte. Ça peut être les plans d'urbanisme des municipalités. Au niveau de l'information, on peut aller chercher beaucoup d'informations dans les PRMHH, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, qui identifient aussi des priorités pour la conservation. On doit prendre en compte aussi le réseau d'aires protégées de territoires d'intérêt écologique pour pouvoir mettre en valeur des noyaux de biodiversité existants ou ceux qui sont protégés pour pouvoir les lier entre eux. On peut aussi invoquer les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, qui doivent orienter la planification du territoire au niveau des municipalités puis des MRC. Les règlements municipaux d'urbanisme et etc., etc. On peut utiliser plusieurs exemples, mais ces différents outils-là permettent, entre autres, par exemple, de maintenir des cours d'eau sans obstacle en aménageant des liens ininterrompus, de maintenir la canopée dans les développements résidentiels qui peut avoir une incidence en créant des zones, on va dire, tampons. Ça peut être aussi le maintien des patrons de drainage naturel quand on fait un développement résidentiel pour éviter là, de déranger des milieux humides, mais aussi de maintenir là, la canopée sur ces patrons naturels de drainage. Ça peut être de maintenir des bandes riveraines, des corridors ripariens le long des rivières. Ça peut être le maintien ou l'aménagement de haies brisement ou de bocage là, dans le pourtour des champs agricoles. Des passages fauniques, des normes applicables aux zones inondables et etc., etc. Il y a beaucoup, là, il y a quand même une bonne liste.
Et un bon exemple qui peut être aussi appliqué là, au cas de la Côte-Nord, ça peut être d'élargir des ponceaux sous les routes, par exemple. On va le voir ici. On a ici un bon exemple là, qui vient de l'initiative québécoise des corridors écologiques. D'élargir un ponceau puis de l'ensevelir en partie va permettre de créer un lit naturel dans le cours d'eau, comme on peut voir ici. Puis ensuite, pour permettre le passage de la faune, on peut ajouter une plateforme sur le pourtour, comme ici, ou encore un enrochement continu qui permet de créer un lien ininterrompu là, aux deux bouts du ponceau. Euh, différentes recommandations ici pour un aménagement plus respectueux de la faune. Puis on a des exemples ici là, qui ont été faits. Donc, vraiment, si on a élargi de chaque côté du cours d'eau pour permettre un déplacement de la faune terrestre, par exemple. On va faire une synthèse un peu là, des éléments que j'ai présentés. Mais essentiellement, la connectivité, c'est complémentaire au noyau de conservation dans un réseau d'aires protégées. C'est important de lier les aires protégées entre elles. Puis, c'est pour ça que la connectivité est particulièrement pertinente à l'heure actuelle pour pouvoir avoir un réseau d'aires protégées qui est riche et diversifié. La connectivité peut être structurelle ou fonctionnelle, de même que l'analyse de la connectivité. Donc, soit on observe la manière que le territoire est organisé et fait pour maintenir des liens physiques, mais on peut aussi s'intéresser au déplacement d'une espèce ou de plusieurs espèces pour s'assurer qu'il y ait effectivement une connectivité fonctionnelle ou biologique entre ces noyaux de conservation-là. Il y a 3 grands types d'analyse de la connectivité, donc structurelle, fonctionnelle ou hybride, qui peut être réalisée. Et 4 échelles d'intervention continentales, qui est plus généralement réservée aux études sur la connectivité, régionale, à l'échelle du paysage ou encore à l'échelle locale. Mais en général, les analyses doivent être multiscalaires ou à plusieurs échelles. Et pour ce qui est des étapes de mise en œuvre, on parle d'identifier d'abord les objectifs derrière une analyse de connectivité, l'échelle visée en priorité, de mener l'analyse de connectivité en tant que telle, puis ensuite d'identifier et de mobiliser les partenaires pour la mise en œuvre d'un plan d'action qui identifie des actions prioritaires, des sources de financement, puis un calendrier d'application pour ensuite pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action-là. Puis enfin, pour aller plus loin, j'ai mis quelques ressources ici, mais l'Initiative québécoise des corridors écologiques offre une boîte à outils pour les municipalités et MRC qui s'intéressent à une analyse de connectivité sur leur territoire. Il y a aussi des organismes de conservation qui soit font des analyses de connectivité ou offrent des ressources, comme c'est le cas de Corridor Appalachiens qui a publié Cohabiter avec la nature, qui offre de l'information, ou encore Éco-Corridor Laurentien puis Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, 2 organismes de conservation qui offrent et qui font des aménagements, mais aussi des analyses de connectivité. Puis, bien sûr, les conseils régionaux de l'environnement qui peuvent réaliser, dans certains cas, ces analyses-là. Un bon exemple de démarche d'analyse et puis de plan d'action, c'est la stratégie de conservation des milieux naturels de la MRC d'Argenteuil, qui est dans les Laurentides. Super intéressant à le consulter pour pouvoir voir un peu, on dénote un peu là, les étapes qui ont été suivies pour l'analyse, les résultats de l'analyse, puis aussi le plan d'action qui en découle. Puis enfin, à plus grande échelle, il y a les lignes directrices pour la connectivité écologique de l'UICN. Puis, il y a aussi des entreprises qui vont réaliser des analyses comme Habitat ici au Québec. Ce qui fait le tour de mon côté. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps pour la présentation, mais je peux répondre à quelques questions. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, c'est la période des questions. Pour les personnes qui souhaitent poser des questions, vous pouvez soit passer par le clavardage ou les poser de vive voix. Je commencerai peut-être avec une première question qui avait été mise au niveau du clavardage. Donc, quelqu'un demande si il serait possible d'avoir accès aux présentations. Donc, si tu me donnes la permission, Guillaume, je partagerai la présentation dans le chat, entre autres pour les liens de ressources supplémentaires. Donc, Pas ça de va. problème. Et Rosalie, de ton côté, est-ce que ça t'irait aussi de partager la présentation? Oui, parfait. Je vais pouvoir faire ça à l'instant. Il y a également quelqu'un qui mentionne, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, que le PPP RLPI n'existe plus. C'est maintenant le régime transitoire des gestions des zones inondables, des rives et du littoral. Donc, simplement cette petite mention-là qui est ajoutée.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Swazig? Oui, moi j'avais une question. En fait, je ne connais pas énormément grand-chose, là, mais moi, l'idée, c'était, donc on s'entend que les municipalités, les MRC ont des outils pour améliorer la connectivité lors de leur planification, leur aménagement. Maintenant, est-ce qu'il y a une loi qui les oblige à utiliser ces outils ou c'est sur recommandation? À ma connaissance, il n'y a pas forcément de loi, mais bien sûr, il y a différents règlements tu sais, qui peuvent encadrer là, l'aménagement. Par exemple, c'est le respect, le maintien des bandes riveraines. Ensuite, l'application, c'est toujours délicat. Mais comme je l'ai mentionné avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, c'est des directives qui sont demandées à être appliquées par les MRC municipalités. On les laisse bien sûr les appliquer là, à leur manière, mais c'est des lignes directrices qu'ils vont devoir suivre à terme. Donc, il y a des incitatifs. C'est toujours important de le présenter comme étant pour les MRC ou les municipalités une opportunité de mettre en place ces éléments-là avant qu'elles soient contraintes de le faire, bien sûr. Puis, est-ce qu'il y a des ressources financières associées ou un soutien? Pas forcément, hein. Euh, Très bonne question. C'est l'élément que je n'ai pas nécessairement recherché à l'heure actuelle s'il existe des ressources financières spécifiquement pour la connectivité, mais c'est toujours possible d'aller mobiliser différents programmes associés aux différents ministères là, pour, par exemple, des infrastructures vertes, plutôt si on veut remplacer tu sais, un pont ou une infrastructure comme tu sais, un barrage. Parfois, il y a des infrastructures vertes qui peuvent être privilégiées, qui vont pouvoir maintenir la connectivité de manière collatérale, on va dire, ou en parallèle. Ok, merci. Parfait. Il y avait une autre question dans le chat, donc de Naomi Tourini. Donc, quel est le rôle de la connectivité écologique, pardon, quel rôle de la connectivité écologique peut-elle jouer dans l'adaptation au changement climatique? Oui, c'est une bonne question. Principalement, dans le contexte des changements climatiques, il va y avoir une migration des espèces là, à différentes vitesses là, en fonction de leur, on va dire, leur taille en général. De maintenir la connectivité va permettre la migration d'espèces là, le long de corridors naturels. On pense par exemple le long des Appalaches des États-Unis jusqu'au Québec, ou plus généralement là, vers le nord au fil du temps. Donc, la connectivité est très importante dans le contexte des changements climatiques et c'est souvent l'analyse prioritaire qui est faite là, au niveau continental, c'est pour permettre l'adaptation des espèces. Ensuite, il y a différents aménagements aussi qui peuvent être réalisés qui vont euh, améliorer la connectivité du territoire, mais qui prioritairement visent, par exemple, je pense aux bandes riveraines ou aux haies autour des champs qui peuvent avoir des services écologiques tu sais, importants pour une communauté. Euh, la filtration des contaminants pour le maintien de la qualité de l'eau, qui incidemment permettent de maintenir la connectivité. Donc, ça peut servir de plusieurs manières dans la lutte au changement climatique ou dans l'adaptation au changement climatique, par exemple. On prendrait une dernière question qui est déjà dans le chat et par la suite, je céderai la parole à Rosalie. La question de Audrey Blanchette. Nous partons ici du principe que la connectivité écologique est souhaitable, mais qu'en est-il des espèces qui évoluent dans des environnements non connectés et pour qui cette isolation représente un avantage en termes de survie ou de protection? Serait-il alors souhaitable de préserver certains milieux non connectés pour ces espèces ou l'objectif ultime est-il de connecter les habitats le plus possible, quitte à réduire ces zones d'isolement? C'est une excellente question. Je n'ai pas nécessairement connaissance d'espèces là, spécifiques qui bénéficient d'un certain isolement, quoique naturellement il doit y en avoir. Mais j'ai l'impression que si on va dire qu'un territoire qui est non fragmenté, il doit y avoir des obstacles habituels ou, par exemple, je pense à un complexe tu sais, de tourbières ou de milieux humides tu sais, qui limite le déplacement de la grande faune ou des prédateurs, mais qui permettent une certaine forme de protection pour des plus petites espèces, par exemple amphibiennes. On pourrait dire que c'est une forme d'isolation naturelle. En général, quand on parle de connectivité, on cherche à maintenir des liens. On essaie de ralentir la fragmentation du territoire. Donc, je pense que ça devrait être assez rare, là, les exemples où on a nui à une espèce en maintenant la connectivité, parce qu'elle était souvent déjà existante. Mais là, de là à aménager des corridors, je ne sais pas si ça pourrait avoir un impact. C'est quand même une bonne question, à laquelle malheureusement, je n'ai pas de réponse.
Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je céderai maintenant la parole à Rosalie Champagne-Côté. Je suis là, pardon, j'ai cherché mon micro. Merci, Chani, merci, Guillaume, pour la présentation aussi. Euh, en toute humilité, je vais me prêter au jeu après la présentation de Guillaume pour voir si on est des bons élèves et si notre réseau d'art protégé s'inscrit bel et bien dans une logique qu'on dit de connectivité, là. La Première Nation, ça fait plusieurs années qu'on est impliqué dans la conservation. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'il y en est de ce côté-là. Mais d'abord et avant tout, mon nom c'est Rosalie Champagne-Côté. Je suis conseillère aux aires protégées pour la Première Nation des Inuits-Inuits. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos projets. Euh, je vais y aller sans plus tarder avec le petit plan de la présentation, là. Brièvement, je vais aborder un peu les statuts d'art protégés puis les mesures de conservation au Québec. Ensuite, mini retour sur la connectivité et les corridors écologiques sans refaire la belle présentation de Guillaume. Je vais discuter du réseau d'art protégés au niveau du Saguenay, Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, là, donc les régions d'intérêt pour nous. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la vision du réseau d'art protégé pour la Première Nation des Inuits-Inuits. Comment est-ce qu'on réfléchit à nos projets de conservation, donc les méthodologies qu'on utilise. On va parler d'un projet plus concret de restauration dans la réserve de biodiversité à Kumunan, qui constitue en la fermeture de chemins forestiers. Euh, donc, euh, Voici à quoi on peut s'attendre. Je commence avec une figure ici qui a été produite par l'IDD-PNQL, qui est assez parlante, donc l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Euh, sur la gauche, vous voyez le spectre de la conservation qui est décrit selon sept catégories là, par l'Union internationale sur la conservation de la nature. Donc, c'est vraiment des normes internationales qui viennent inscrire, dans le fond, différentes catégories d'aires protégées ou différentes mesures, dans le fond, dans lesquelles auxquelles on peut parvenir à protéger des habitats puis faire de la conservation. Donc, quand on parle des catégories 1, c'est très restrictif. Au Québec, on peut traduire ça. Il y a un statut qui existe qui est les réserves écologiques. Donc, pour mettre un pied dans une réserve écologique, il faut avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. C'est soit des fins de recherche ou des fins éducatives, mais c'est des territoires très peu accessibles. Donc, vraiment, la dite cloche de verre. Ensuite, on peut parler de catégories plus ou moins restrictives. Quand on tombe dans les catégories 2 ou 3, au Québec, on connaît bien les parcs nationaux, donc dans lesquels on peut faire certaines formes d'activités, on peut accéder au territoire. Euh, mais il y a vraiment une forme de gestion qui est assez restrictive. On pense aussi aux réserves de biodiversité. C'est un statut d'aire protégé qui est peut-être un peu moins connu, mais qui euh, occupe presque 15% du territoire québécois. C'est un statut dans lequel c'est un territoire public dans lequel on peut aller faire de la chasse, de la pêche, donc du prélèvement faunique. Il y a certains baux de villégiature qui existaient avant la mise en place de l'aire protégée qui restent. Différentes activités qui sont permises, mais entre autres, c'est les activités industrielles qui sont interdites, comme dans toute autre aire protégée d'ailleurs. Puis quand on tombe dans des catégories un petit peu moins restrictives, on parle des catégories 5 et 6, on peut penser au paysage humanisé ou bien aux aires protégées d'utilisation durable, donc des nouveaux statuts là, qui ont vu jour dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Puis dans lesquels on peut faire des activités, on pense à l'aire protégée d'utilisation durable, dans des activités d'aménagement du territoire, mais toujours en phase avec les objectifs de conservation. Donc, souvent, ça va être des activités plutôt euh, commerciales à des fins locales et non pas des activités industrielles. Il y a aussi d'autres mesures de conservation qui ne comptent pas comme des aires protégées, mais qui peuvent mener à terme à protéger des valeurs de conservation. Donc, on parle des autres mesures de conservation efficaces, les fameuses AMCE. Les mesures de conservation complémentaires, c'est un concept qui va être appliqué éventuellement, là, qui est en réflexion auprès du ministère.
Puis les fameux corridors écologiques, ben, pour lesquels il y a certaines mesures qui sont en place, des mesures de gestion ou des mesures réglementaires, mais qui ne sont pas nécessairement des aires protégées. Donc, petit retour rapide là, sur la connectivité et les corridors écologiques. Donc, vous avez la figure de Parc Canada qui est là, qui explique bien, en fait, la connectivité qui est plus la mesure de la probabilité de mouvement. Puis quand on crée des corridors écologiques, bien, on vient essayer de favoriser ce mouvement-là en conservant des zones par différents outils de conservation. Et puis l'objectif, tantôt on en mentionnait plusieurs, là, mais c'est de réduire la perte des habitats, c'est de favoriser, on l'avait en question, là, qu'est-ce que ça peut faire? Ça favorise l'adaptation des espèces au changement climatique, entre autres parce que ça peut favoriser la migration de certaines espèces aussi qui sont plus adaptées dans des nouveaux contextes. On peut relier des habitats qui sont nécessaires au cycle de vie de certaines espèces qui ont des grands domaines vitaux. On augmente l'intégrité des aires protégées, donc des massifs souvent qui contiennent des grandes valeurs, des noyaux de biodiversité importants. On peut aller créer des zones tampons autour. Puis on assure les échanges entre les milieux naturels et donc on favorise les services écosystémiques associés. Je vous parlais dans le fond tout à l'heure des régions administratives du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Pourquoi en fait, c'est que Escipit a un territoire ancestral qu'on appelle le Nitassinan. Donc, c'est le carré que vous voyez dans le bas de la carte. C'est un territoire de 6000 km² sur lequel la Première Nation effectue euh, ben, en fait, a une gouvernance, là, donc, autant au niveau des consultations que de la conservation, là, moi, c'est mon champ d'expertise, donc c'est sur ce territoire-là que je me concentre particulièrement. Euh, donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le moment, on parle de 8,6% du territoire qui est protégé. Les aires protégées qui sont assez grandes au nord des forêts attribuables, là, donc la ligne mauve qu'on voit au milieu de la carte. Donc, c'est surtout là qu'on va aller faire des gains en conservation pour le moment. Sur la Côte-Nord, on parle d'un 15% qui est surtout situé au nord et en basse Côte-Nord, donc on ne voit pas sur la carte. Puis sur le Nitassinan de la Première Nation, donc on parle d'un 12,6% d'aires protégées à l'heure actuelle. Puis on vise là, dans la foulée des engagements qui ont été pris par les gouvernements internationaux, gouvernements canadiens et québécois, bien, le Conseil de bande de la Première Nation a pris également une résolution pour protéger 30% du Nitassinan. Donc, c'est dans cette foulée-là qu'on a réfléchi à un projet d'aires protégées qui fait 1200 km² là, et qui vient assurer un 16% de protection supplémentaire pour atteindre le 30% dans le Nitassinan des Cipites. On va avoir une carte un petit peu plus zoomée tout à l'heure, là. Donc, c'est là où on tombe dans le vif du sujet, donc la vision du réseau d'aires protégées pour la Première Nation. C'est une vision qui a été développée au fil du temps. Donc, depuis le début des années 2000, la communauté est impliquée dans la conservation. Puis, la vision s'est vraiment développée en cours de route, je vous dirais. L'avion, c'est un peu construit en plein vol, mais on a commencé à faire des démarches auprès de la communauté pour savoir un peu c'était quoi les valeurs de conservation prioritaires. En milieu autochtone, souvent, on va aller chercher à protéger des valeurs qui sont euh, non pas seulement liées à la biodiversité, mais aussi des valeurs culturelles. C'est vraiment une vision holistique. Donc, sans la biodiversité, ben, les pratiques culturelles ne peuvent pas être maintenues. Donc, pour les communautés autochtones, on parle de conservation bioculturelle. Donc, c'est ces éléments-là qui sont intrinsèquement liés qui, vous allez le voir, là, vont venir euh, dresser un peu la vision pour la conservation. Donc, on parle des milieux naturels qui sont connectés pour des habitats de qualité. Donc, ça dit un peu tout, puis ça résume un peu ce qu'on essaie de vous dire depuis le début. Là, sans connexion entre les aires protégées, ben, celles-ci ont beaucoup moins de valeur. Puis sans connexion entre les habitats, ben, les espèces euh, vont d'emblée avoir moins une possibilité de se reproduire, moins une possibilité de s'alimenter, etc. Donc, c'est vraiment dans cette vision-là qu'on se dit on va faire
un réseau d'aires protégées qui est réfléchi en fonction de la connectivité. Ici, on voit un plan rapproché sur le Nitassinan de la Première Nation. Donc, vous voyez là, dans le 12 quelques pourcents tout à l'heure d'aires protégées que je mentionnais, on a les réserves de biodiversité à Kumunan et la réserve de biodiversité de la vallée Sainte-Marguerite, qui sont des aires protégées qui ont eu un statut permanent dans les années récemment, là, juste avant 2020. Mais c'est des projets qui ont vu le jour là, dès le début des années 2000. Ensuite, on a différents parcs nationaux qui vont chevaucher le Nitassinan de la Première Nation, donc le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, le parc national du Fjord du Saguenay, puis le parc national des Monts-Valin. Et il y a différents territoires fauniques structurés aussi, donc des pourvoiries et des aires qui ne sont pas des aires protégées, mais qui peuvent, par leur système de gestion, contribuer là, parfois à la protection des écosystèmes. Et afin de connecter, là, comme je vous disais tantôt, les noyaux de conservation entre eux, ben, on a réfléchi au projet Esipiunu-Meshkenau. Donc, c'est celui-là qu'on teste un peu aujourd'hui en fonction des éléments que Guillaume présentait. Donc, on, on a débuté avec la vision du fait qu'on voulait avoir 30% d'aires protégées sur le territoire. Ensuite, on s'est assis avec les membres, on s'est assis en équipe, puis on a essayé de déterminer c'était quoi pour la Première Nation les plus grandes valeurs de conservation. Le caribou forestier, qui est une espèce d'importance pour plusieurs communautés autochtones, dont celle des Sipites. Donc, le caribou, évidemment, ressortait comme essentiel à conserver, mais à protéger plutôt. Puis c'est pas le caribou lui-même qu'on va aller protéger, mais plutôt les habitats qu'il fréquente. Donc, on a fait faire des études avec... ben c'est ça, pour en fait déterminer ces valeurs-là, on s'est assis entre nous là, au niveau de la communauté, mais pour établir vraiment où est-ce que ces valeurs-là se retrouvent. Puis pour aller chercher de la donnée, Guillaume le disait, il faut bien s'entourer. Ben, c'est ce qu'on a fait de notre côté. On est allé créer des partenariats avec plusieurs universités, avec différents ministères, des organismes locaux également, comme les organismes de bassin versant. Puis, c'est ça, ça nous a donné différents résultats, là. Donc, pour la probabilité d'occurrence actuelle et les aires de mise-bas, on a eu accès aux données, à certaines données télémétrique, puis on a fait de la projection aussi dans les habitats euh, propices, dans le fond, là, les habitats qu'on croit qui pourraient être dans lesquels on pourrait trouver des caribous. Donc, c'est ça la probabilité d'occurrence en fonction des massifs de vieilles forêts. Puis là où est-ce qu'il se trouve la nourriture, on peut penser qu'il pourrait y avoir des individus qui se retrouvent dans ces secteurs-là. Au niveau de l'occupation Innu et ancestrale et contemporaine, ben, c'est un peu là où est-ce que je vous disais que c'est intrinsèquement lié. L'Inuitun, donc qui est la pratique des activités traditionnelles, ne se fait pas sans espèces à chasser et accueillir et attraper. Donc, les secteurs de pratique sont vraiment d'une importance cruciale pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sélectionner les secteurs patrimoniaux, les secteurs d'occupation ancestrale et contemporaine. Et au niveau de la biodiversité, ben, on est allé chercher différentes valeurs. Donc, à commencer par les milieux humides et riverains d'intérêt. Donc, on a fait faire une étude de caractérisation des milieux humides et riverains par une firme là, qui vient coter la valeur de ces différents milieux-là. Ensuite, on est allé chercher les bassins versants immédiats des lacs et des cours d'eau d'intérêt. Donc, il y a certaines rivières à saumon, par exemple, qui sont d'intérêt, certains lacs où est-ce qu'on trouve de l'ombre de fontaine en allopatrie. Donc, c'est des lacs vraiment d'intérêt. On va aller protéger les bassins versants associés. On souhaitait aussi protéger les différentes espèces à statut qui se trouvent sur le Nitassinan, donc le garrot d'Islande, entre autres, pour lequel on fait beaucoup d'efforts, la griffe de Bicknell, la flore précaire aussi. Les vieilles forêts, évidemment, qui sont des secteurs vraiment d'intérêt pour la biodiversité. Puis on est allé chercher, on a fait ressortir aussi là, les refuges biologiques, les différentes aires protégées et autres éléments déjà protégés. Puis ça nous a donné une analyse comme celle-là. Donc, c'est une analyse multicritère. Sans rentrer dans le détail de chacun des critères qu'on voit sur la carte, lorsqu'on fait la somme de tous ces critères-là, on est capable d'aller identifier des hotspots.
On voit sur la carte que les aires protégées actuelles ressortent déjà vraiment comme des hotspots, donc on voit l'importance de ces territoires-là. C'est ça, on a effectué un découpage, donc que vous voyez en bleu pâle, autour des valeurs de conservation. À l'heure actuelle, on est plus au niveau du raffinement du découpage. Donc, on va aller chercher des plus petits découpages, donc soit par des COS, donc des compartiments d'organisation spatiale qui est plus utilisé en foresterie, ou des découpages par bassin versant. Puis à l'intérieur de ça, on va aller identifier quelles sont les valeurs de haute importance pour la conservation. Et ça va nous permettre d'aller associer à ça des modalités de gestion pour l'aire protégée. Donc, dans un tel secteur, si on a des occurrences de caribou, ben, on n'ira pas faire d'aménagement forestier. Si dans d'autres secteurs, il y a moins de valeur, on peut aller chercher à faire de la restauration, etc. Donc, ça, c'est un projet qui est à suivre. On a déposé dans le cadre du plus récent appel à projet du ministère de l'Environnement. Donc, à suivre pour la suite. Pour un projet de restauration là, un petit peu plus concret, je nous replonge dans l'historique d'Akumunan, donc le territoire en bleu foncé sur la carte, qui est vraiment au cœur du Nitassinan des Sipites. C'est dans le cadre de la première stratégie québécoise sur les aires protégées du gouvernement du Québec au début des années 2000 que Sipit avait soumis ce territoire-là. Euh, Au fil des discussions puis des différents bureaux d'audience publique, etc., ben, il y a eu du redécoupage de l'aire protégée pour un design actuel qui ressemble à celui que vous voyez, ben, qui est celui que vous voyez, donc presque 300 km² de protection avec un noyau de conservation là, qui est presque de 100 km². Donc, ça a vraiment une belle valeur écologique, cette aire protégée-là. Et puis les objectifs principaux, là, c'était d'accroître la gouvernance des sites en territoire. Donc, pour ce faire, on a mis en place une table de concertation. On a de la surveillance qui est effectuée par les gardiens du territoire. On voulait aussi protéger, à l'époque, là, dans le fond, quand la foresterie est arrivée dans ce secteur-là, mais on sait ce que ça fait, là, l'ouverture du territoire par les chemins forestiers, ben, ça fait en sorte que la villégiature augmente directement, là. Donc, on voulait protéger ce territoire-là d'une sur-fréquentation par les villégiateurs. On voulait protéger aussi les massifs de vieilles forêts qui sont représentatifs du territoire pré-industriel et évidemment qui représentent des habitats pour Attic, donc les caribous forestiers. Sur la carte de gauche, bien, vous voyez en fait qu'on a mené des travaux de restauration de certains chemins forestiers. L'objectif étant, dans un massif de vieilles forêts de plus de 70 ans, qui est morcelé malheureusement par la création de chemins forestiers et par les activités industrielles, ben, quand on fait de la restauration, on commence par se dire on va fermer les chemins forestiers pour éviter la fréquentation du territoire. Puis on va essayer de refermer le chemin pour éviter que le territoire soit trop fragmenté. Euh, Dans le cas du caribou forestier, la fréquentation du territoire crée du dérangement, donc l'espèce va avoir moins tendance à aller dans ce secteur-là. Et aussi, les chemins vont favoriser euh, le transport la fréquentation par les prédateurs du caribou, donc l'ours et le loup, vont favoriser les prédateurs. Donc, le caribou s'en voit malheureusement désavantagé. Donc, quand on tente de fermer des chemins forestiers, c'est pour ces raisons-là. Je vous montre l'ampleur que peuvent prendre les travaux, là. Donc, en bas, on voit nos premières tentatives de fermeture de chemins forestiers. Donc, on ne peut pas interdire le passage des véhicules mis à part, mettre des obstacles et de la signalisation conséquente. Donc, on espère, on se fie sur la bonne foi des gens, mais c'est pas toujours respecté. Là, on ne va jamais fermer un chemin qui mène à un bail de villégiature, mais bien souvent, il va y avoir des chasseurs qui vont fréquenter les fourches. C'est sûr que ces personnes-là tentent de passer tout de même. Euh, Rassurez-vous, on a aussi des autorisations du ministère des Ressources naturelles en amont, là. Donc, c'est eux qui sont responsables de nous émettre des autorisations pour fermer les chemins. On les avait obtenues dans ces cas-là, mais les gens vont quand même
pas toujours respecter la fermeture de chemin. Donc, il faut faire des mises à niveau. Ça ressemble à ce que vous voyez sur les images du haut. Donc, c'est de créer le plus possible de, d'obstacles là, au passage. Mais c'est les efforts qu'on réussit à faire en ce moment pour la restauration des chemins forestiers. Éventuellement, il y a des solutions qui sont envisagées pour demander à l'industrie de refermer les chemins derrière elle lorsqu'elle va aller récolter du bois et plein d'autres stratégies, mais on pourrait faire un webinaire complet là-dessus. Donc, c'était juste un petit mot pour vous mentionner on fait des efforts pour la connectivité des habitats au-delà d'aller proposer des aires protégées puis de les réfléchir sur papier. Concrètement aussi, on essaie de faire certains travaux. Puis ça, ben, c'est du financement qu'on a du fonds du fonds autochtone pour les espèces en péril. Donc, de notre côté, c'est le financement qu'on a trouvé. Mais comme le disait Guillaume tout à l'heure, il faut faire preuve de créativité parfois pour aller c'est ça, réaliser nos travaux. Donc, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il reste une petite minute, Chani. Je te laisse la parole. Oui. Donc, c'est ça, comme mentionné, on risque de dépasser un tout petit peu pour la période de questions. S'il y a quoi que ce soit, comme mentionné plus tôt, c'est enregistré. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous voulez laisser une question dans les commentaires avant de partir et pouvoir par la suite voir les réponses, quoi que ce soit, c'est une possibilité également. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour Rosalie? Des personnes qui disent bravo dans les commentaires. Merci. Oui, Soazic. J'avais une question générale. Moi, ça a été quoi les plus grosses contraintes pour la mise en œuvre de ce projet-là? C'est de l'argent comme question? C'est très large, mais je pense que tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui connaissent quand même un peu les différents enjeux. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'acceptabilité sociale des projets. Pour s'assurer d'une acceptabilité qui sera jamais, je crois, ben, tu sais, ça fera jamais l'affaire de tout le monde, évidemment, là, mais j'ai l'impression que la science peut nous aider à venir asseoir un peu les principes de base, puis sur lesquels un peu tout le monde peut s'entendre. C'est des évidences parfois, là, tu sais, les corridors se tracent par les données qu'on acquiert sur le territoire. Les connaissances aussi locales, les savoirs autochtones qui sont utilisés pour déterminer les zones. Je pense qu'après, on peut s'asseoir puis se concerter puis voir un peu quels sont les enjeux des différentes personnes. De notre côté, on a déjà mené un peu la concertation régionale puis on a adapté le découpage de l'aire protégée en fonction des différentes contraintes. Donc, oui, ça peut être des obstacles, mais en même temps, je pense dans certains cas, on peut faire des gains, puis on a établi vraiment des beaux partenariats avec différentes organisations à force de parler des projets. Fait que je dirais que ça pourrait être le principal enjeu de notre côté que j'identifierais. Parfait. Il y avait une question dans le chat. Donc, la question de Naomi Tourini. Comment les projets autochtones d'aires protégées s'intègrent-ils au réseau plus large d'aires protégées provinciales et fédérales? C'est une très bonne question. Je pense que c'est propre à chaque Première Nation de voir comment est-ce que son ou ces projets d'aires protégées s'inscrivent dans le portrait régional, disons-le. Euh, pour le plus récent appel à projet, les Premières Nations sont invitées à venir s'asseoir autour de la table pour la concertation régionale des projets. Elles sont aussi et surtout invitées à mener leur propre concertation. Donc, comment est-ce que ça s'intègre au niveau du réseau? Ben, comme n'importe quelle autre aire protégée, au final, c'est une décision gouvernementale pour avoir un statut à proprement parler qui découle de la LCPN. Après, il y a des communautés qui vont décider euh, de désigner des aires protégées sans nécessairement attendre un statut légal aussi, là, donc autodéclaré, ce qui est vraiment acceptable aussi et en respect des droits. Donc, ces aires protégées-là vont s'intégrer au réseau, à voir comment, mais je ne sais pas si ça répond bien à la question, là, dans le fond.
ce sera tout le même réseau et, ultimement si on passe par l'avenue de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour la question des présentations, on n'est pas en mesure de partager des documents, malheureusement, à cause des limitations techniques. Je vais vous faire parvenir un courriel aux personnes qui étaient présentes aujourd'hui avec les différentes présentations peu de temps après le webinaire. Donc, pour les personnes qui sont encore présentes, je vais partir un court sondage de satisfaction sur 2 petites questions. Ça prend quelques secondes à répondre afin de pouvoir nous permettre de pouvoir s'améliorer en continu pour les webinaires. Pendant que vous répondez au questionnaire, sachez qu'il reste encore 2 webinaires qui vont avoir lieu la semaine prochaine et la suivante. La semaine prochaine, on va avoir un chercheur et une chercheuse au niveau de la captation du carbone par les milieux forestiers et par les milieux humides et hydriques. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes invité à vous y inscrire. C'est les mêmes liens que le lien que vous avez utilisé pour vous inscrire au présent webinaire. Et également, la semaine suivante, on va avoir un webinaire sur le verdissement en milieu municipal qui va être donné par Jane Chambers Evans, que j'avais vu qui était dans la présentation. Je ne sais pas si elle a dû partir. Donc, sur le verdissement en milieu municipal et également par la suite par la firme Rousseau-Lefebvre pour ce qui est du verdissement pour les ICI, donc institutions, commerce et industrie. J'avais oublié de le mentionner en début de présentation, mais tous ces webinaires sont rendus possibles grâce au financement qu'on a eu pour notre projet Alliés pour la biodiversité nordique, qui est rendu possible grâce au soutien financier de la Société du Plan Nord. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée.